Après vous avoir emmené dans les rues de Saint-Pétersbourg, direction maintenant la ville de Moscou, située à 700 km plus au sud. Entre les deux villes, une rivalité toujours très présente. D'ailleurs, à Saint-Pétersbourg, on assure que la Russie compte 2 capitales, tandis qu'à Moscou, on prétend qu'il n'y en a qu'une. Le trajet entre les deux villes est englouti en un peu plus de 10 heures de train, dans un wagon couchette époque soviétique plutôt confortable et qui préserve tout son charme. Une fois arrivé, passage obligé par le cœur de la ville, celui chanté en son temps par Gilbert Bécaud. Vous l'aurez reconnu, pour lancer ce 2e épisode de ce carnet de voyage, voici donc... La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge se situe en plein cœur de Moscou. Elle est bordée à l'ouest par le Kremlin et au sud par la cathédrale Basile le Bienheureux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la place ne tient pas son nom de l'époque communiste. Non, en russe, rouge est synonyme de beau. Ainsi, une traduction plus exacte de son nom russe serait d'ailleurs la belle place. On y trouve également le mausolée de Lénine, plutôt impressionnant, il faut bien le reconnaître. Derrière un immense mur d'enceinte se trouve la forteresse du Kremlin, grande comme le 3e arrondissement de Paris. D'ailleurs, il vaut mieux prendre un peu de hauteur pour se rendre compte de l'immensité de la chose. Après avoir été la résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'URSS, le Kremlin est resté le centre politique du pays. On y trouve d'ailleurs la résidence officielle de Vladimir Poutine, mais aussi plusieurs palais et cathédrales, pour la plupart interdits au public. Parmi les rares musées ouverts à cette période de l'année, il y a le musée de l'histoire contemporaine. Pensez donc avec un nom pareil à toute la symbolique qui est associée. Ce musée retrace l'histoire récente de la Russie, du début du XXe siècle à nos jours. On y apprend plusieurs anecdotes amusantes, notamment que le grand-père de Vladimir Poutine était le cuisinier de Lénine et de Staline. Autrement dit, un homme de confiance. Direction maintenant la cathédrale du Christ Sauveur. Elle a été terminée en 1883 en mémoire de la victoire de la Russie sur la grande armée napoléonienne. Il s'agit de l'un des plus grands lieux de culte orthodoxe de Russie. Détruite sous Staline en 1931, elle fut remplacée par la plus grande piscine à ciel ouvert du monde. La cathédrale fut reconstruite à l'identique entre 1995 et 2000. Un parfait exemple des rapports très forts qu'entretient l'Église orthodoxe avec le régime russe. Des liens qui se sont sensiblement resserrés au cours de ces dernières années. Vladimir Poutine est un ancien agent du KGB qui était notamment chargé de la répression anti-religieuse. En 1996, sa datcha a brûlé et il parvint à sauver sa fille de justesse. Dans les cendres, il découvre sa croix de baptême encore intacte. Depuis, il ne manque aucun office, respecte le carême et fait restaurer les églises. D'ailleurs, ne vous risquez pas à chanter un cantique anti-Poutine dans une église orthodoxe, à moins que vous n'ayez l'envie de découvrir les charmes des camps de travail de la Sibérie orientale. À 2 pas de la cathédrale, trônant fièrement sur le fleuve Moskva, on trouve la statue monumentale de Pierre le Grand.
D'une hauteur de 98 mètres, c'est la 7e plus haute statue du monde. À l'origine, la statue était censée représenter Christophe Colomb et devait être envoyée en cadeau à Cuba, dont le régime communiste était un grand soutien des soviétiques durant la guerre froide. Mais arrivé au pouvoir au moment de l'achèvement de la statue, Mikhaïl Gorbatchev juge trop coûteux l'acheminement de la statue à travers l'océan Atlantique. Alors, comme si de rien n'était, la tête de Pierre le Grand remplace celle de Christophe Colomb, et la statue rejoint les quais de Moscou. Voilà pourquoi Pierre le Grand se trouve au sommet d'une caravelle, un bateau évidemment passé de mode en 1703, au moment de fonder Saint-Pétersbourg. Le métro se révèle être un excellent allié pour se déplacer dans une ville tentaculaire. Moscou est 6 fois plus grande que Paris. D'autant plus que les sous-sols valent vraiment le coup d'œil. Le métro moscovite est un véritable musée souterrain. Durant la période communiste, le régime a voulu en faire un témoignage du mouvement du réalisme socialiste, et surtout rendre accessibles les œuvres d'art à toute la population. Aujourd'hui, le métro de Moscou est le 2e le plus important du monde, derrière celui de Tokyo. Il transporte chaque jour plus de 6 millions de voyageurs. C'est un peu comme si toute la population de la Finlande se retrouvait dans les sous-sols moscovites. Ça n'aura pas échappé aux fans de sport, Moscou a également accueilli les championnats du monde d'athlétisme. Descente à la station Sportinskaya qui mène au stade Loujniki, où se sont déroulées les épreuves. Hélas, durant le séjour, la compétition en tant que telle n'avait pas encore commencé. Tout juste était-il possible de se rendre au stade d'entraînement pour essayer d'apercevoir de loin quelques-unes des stars de la discipline. D'ailleurs, dans ce t-shirt aux couleurs de la Jamaïque, ne serait-ce pas celui qui deviendra quelques jours plus tard champion du monde du 100, du 200 et du relais 4 x 100 mètres ? Eh oui, c'est Usain Bolt. Alors, vous me croyez maintenant ? Ainsi se termine donc notre carnet de voyage qui présentait les 2 plus grandes villes de la Russie. À tous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, sans doute un peu moins exotiques, et comme on dit là-bas, das vidania.